bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez. Bienvenue dans cet entretien tout à fait spécial avec Paul-Marie Pouellet, qui est le coordonnateur du FROCAD. En fait, le FROCAD, c'est un rassemblement, c'est un groupement des partis de l'opposition. Est-ce qu'on peut d'abord nous en parler? Bon, mais le FOCAD, c'est justement, en définition, c'est le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique en 2016. Ça regroupe 73 partis et associations, et puis ainsi que des personnalités qui sont venues de tous bords. Hein. Nous avons le RDD, l'UP, qui viennent de la majorité présidentielle. Et nous avons des partis traditionnellement à l'opposition, comme le PADES, le PRL, le PSDC, et ainsi de suite. Et bien sûr, d'autres associations, d'autres partis qui sont nés depuis un certain nombre d'années, qui étaient pour certains au centre et tout ça. Donc, c'est un rassemblement de tout ce qui disent non au changement de constitution, ce faux débat qui a été introduit par le Parti congolais du travail. Nous sommes donc rassemblés dans ce grand front qui est effectivement républicain et qui lutte pour le respect de la Constitution et l'alternance dans notre pays. Bien évidemment, nous sommes déjà en 2015, presque finissante. 2016, ce n'est plus loin, mais de moins en moins, on vous entend, on vous voit sur le terrain. Moi, je dirais pratiquement, ça c'est une deuxième fois que je vous vois après Brazzaville. Vous êtes ici à Pointe-Noire. Qu'est-ce qui se passe exactement dans l'organisation, puisque de l'autre côté du pouvoir, les gens sont quand même sur le terrain et bon, il faut dire que nous préparons à l'échéance présidentielle de 2016 exclusivement. Nous ne sommes pas intéressés par le débat sur la Constitution, qui est un faux débat, comme je l'ai dit. Ce débat a été introduit par un ministre de la République, Pierre Mabiala, et puis le président de l'Assemblée nationale, qui certainement sont un peu inquiets de ce qu'ils vont perdre de privilèges si jamais demain le président Sassou n'est plus au pouvoir. Donc pour nous, ce n'est pas ce débat-là qui est important. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment faire que les élections soient transparentes, soient crédibles en 2016. Et c'est sur cet axe que nous appuyons notre combat. Et bien sûr, nous avons des problèmes réels sur le terrain. Ce n'est pas lié à notre organisation, mais c'est essentiellement lié aux entraves que le pouvoir fait sur les manifestations publiques. On va peut-être tout à l'heure parler du meeting de Pointe-Noire, mais vous voyez comment on multiplie les entraves pour que nous ne nous exprimons pas librement comme pourtant l'avait souhaité le président de la République. Mais vous parlez de préparer les élections 2016, c'est donc très bientôt, mais à côté on nous parle du dialogue, comme quoi vous n'êtes pas non plus pour le dialogue, parce que le dialogue, même quand les choses marchent, on peut dialoguer, non? Bon, le dialogue, nous avons déjà dit que nous voulons, effectivement, pour bien préparer l'élection présidentielle, nous voulons que nous puissions discuter entre acteurs politiques, la majorité, l'opposition, pour que nous puissions tomber d'accord sur un certain nombre de points. Un, il faut que nous revoyions la loi électorale de manière globale. Deux, il faut que nous revoyions le recensement électoral, parce qu'il nous faut un bon recensement et non tout ce que le ministère de l'Intérieur a fait, qui est totalement biaisé. Troisièmement, il faut une commission électorale indépendante, il faut un bulletin unique et au besoin, il faut que nous ayons des cartes d'électeurs biométriques. Ça va limiter, sinon essayer de minimiser le pourcentage de fraude. Voilà ce sur quoi nous axons, si jamais dialogue il y a, ça devra être axé sur ces points. C'est une habitude dans notre pays, puisque chaque fois, à l'approche d'une élection, nous avons une concertation. On a peut-être tort d'appeler ça dialogue, ce qui donne une coloration un peu... Mais c'est une simple concertation, mais non pas avec le ministère de l'Intérieur, mais avec les différents acteurs, étant donné que nous sommes à une élection majeure, qui est l'élection présidentielle. Il faut absolument que les uns et les autres s'impliquent pour que nous ayons une élection qui ne souffrira d'aucune contestation. Parce que vous savez que dans notre pays, tout ce que nous avons connu, les violences politiques sont essentiellement liées aux élections mal organisées. Voilà. Mais vous parlez de ce dialogue, si jamais le pouvoir peut accepter à s'asseoir sur la même table que vous, mais vous avez quel moyen de pression pour amener le pouvoir à ce que vous voulez, notamment une commission électorale indépendante avec tout ce qui suit, quoi? Mais je pense que le pouvoir n'a pas besoin de pression pour qu'il fasse des choses dans les normes. Nous avons des normes qui sont des standards internationaux
alors il faut que le pouvoir respecte ces standards. Il s'agit simplement d'amener notre pays à respecter les standards internationaux. Et on n'a pas besoin de pression pour ça, sauf s'ils ne veulent pas, s'ils ne travaillent pas pour l'intérêt des Congolais. Mais s'ils travaillent pour l'intérêt des Congolais, en sachant que le Congolais, le peuple est détenteur de la souveraineté, il est évident que le pouvoir n'attendra pas des pressions de qui que ce soit pour que les choses soient bien faites. On sait que la démocratie, pour qu'elle existe, il faut absolument un processus électoral crédible. Les élections font partie du jeu démocratique. Donc, le pouvoir a intérêt, effectivement, à montrer que notre pays est sur les rails de la démocratie, qu'il doit organiser des élections crédibles. Voilà la seule pression. Bon, maintenant, si le pouvoir pense que cela n'est pas suffisant, qu'il n'a pas une bonne foi pour faire les choses dans les normes, bien sûr, le peuple congolais est là pour rappeler au pouvoir que c'est lui qui est le détenteur de la souveraineté. Oui, mais je le dis simplement parce que nous savons qu'en 1997, si j'ai bonne mémoire, alors qu'on allait vers l'échéance électorale présidentielle, et à ce moment-là, nous savons que le Parti congolais du travail était à l'opposition, et pour faire pression, il était même obligé de faire intervenir, je crois, l'ONU. Et nous faisons la même chose. Nous avons déjà écrit, nous avons rédigé un mémorandum que nous avons adressé au président de la République. Nous avons fait ampliation à l'OIF, au secrétaire général des Nations Unies, au président Obama, au président Hollande. Nous avons envoyé à l'Union africaine. Nous avons touché toutes les institutions internationales pour dire au président Sassou, qui termine son mandat en 2016, qu'il est bon pour lui de sortir par la grande porte en laissant un pays suffisamment assaini au plan politique. Si au plan économique, nous avons des sérieux problèmes, un véritable chaos, mais qu'au moins, politiquement, que le président de la République laisse un pays assez assaini. Et pour le faire, effectivement, il faut qu'il respecte les standards internationaux, comme je l'ai dit. Une commission électorale indépendante, véritablement indépendante, pas que de nom, un fichier électoral crédible, qui ne souffrira d'aucune contestation, un bulletin unique pour permettre de réduire le pourcentage de fraude, ainsi de suite. Donc toutes ces questions doivent être réglées au cours d'une concertation, d'un dialogue. Ça dépend de celui qui veut bien mettre le vocabulaire qu'il veut. Mais en tout cas, ça devrait être autour d'une retrouvaille entre les différents acteurs de la classe politique congolaise, assistés, nous le souhaitons vivement, assistés de la communauté internationale pour que nous décidions ces standards ensemble et que nous les respections pour que l'élection présidentielle de 2016 ne soit pas perçue par les Congolais comme un moment fatidique. Moi, je vois des familles entières qui se préparent, qui veulent quitter Brazzaville. Nous lançons un appel pour dire il est hors de question que nous désertions notre capitale ou que nous désertions les grandes villes. Il est pour nous entendu que l'élection présidentielle est un moment de choix, un moment de liberté. Donc on n'a pas besoin où la population doit s'exprimer d'ailleurs. Doit s'exprimer le plus librement possible. Alors c'est à cela que nous invitons le président de la République à convoquer une concertation ou un dialogue pour que nous réglions ces questions-là afin de ne pas traumatiser ou continuer à traumatiser notre peuple. Et bien évidemment, je comprends que vous êtes beaucoup plus focalisé sur 2016, sinon pas du tout pour ce qui est du référendum, puisqu'il est imminent. Le référendum, on y va déjà parce qu'on a déjà vu des groupements de partis, des groupements, des associations monter au créneau pour dire « Monsieur le Président, il faut changer la Constitution, nous sommes avec vous ». Et vous, vous dites non. Pourquoi vous dites non? Parce qu'on ne peut pas changer une constitution? Mais la constitution, ce n'est pas une chemise, ce n'est pas non plus un document qu'on peut effacer dans un ordinateur et remplacer par un autre, non. La constitution, c'est l'ensemble de règles qui régissent notre pays, qui caractérisent ou qui ordonnent notre vivre ensemble. Et une fois qu'elle est adoptée, même si vous n'avez pas été pour, mais une fois qu'elle est adoptée, elle s'impose à tout le monde, y compris au président de la République. Changer de constitution, comme je l'entends dans les vocales, ce qui n'est même pas juridiquement fondé, on dit abroger. On dit changer simplement pour essayer pour présenter ça comme un euphémisme. Mais en réalité, il s'agit d'abroger la constitution actuelle, de la faire disparaître pour qu'on la remplace par une autre. Or, ça, il y a des cas précis pour qu'une constitution soit abrogée. Soit
parce qu'il y a eu un coup d'État, et ce que nous avons connu en 1997, lorsqu'il y a eu un coup d'État, le président Sassou est arrivé au pouvoir, il a abrogé la Constitution de 92 et l'a remplacée par une loi fondamentale qui a régi toute la période de transition. C'est cette période qui était censée régler tous les contentieux liés à la période post-conflit. Et en 2002, le président de la République, qui s'est aperçu que le pays avait plus ou moins recouvert un peu sa stabilité, il a proposé une constitution au peuple congolais. Et nous avons eu donc, le 20 janvier, la constitution qui régit notre République actuellement. On ne peut pas, simplement comme ça, parce que le président de la République est préoccupé par son avenir, on ne peut pas se lever un matin et dire « Monsieur le Président, vous êtes le génie, vous êtes le Messie, vous êtes le Dieu du Congo, changez cette constitution, c'est-à-dire abrogez-la à nouveau, faites à nouveau un autre coup d'État pour que vous puissiez continuer. » Non, le pays ne peut pas être pris en otage par le président de la République actuelle, fût-il le plus intelligent des Congolais. Ce n'est pas possible. Vous voyez, quand vous faites l'argument avancé, c'est que la Constitution serait arrivée au bout de son cycle. Qui a défini ce cycle? C'est le peuple qui définit toutes les règles. Qui a défini ce cycle pour que ce cycle, curieusement, coïncide avec la fin du mandat du président de la République actuelle? Vous voyez bien que c'est un argument bidon. Et ceux qui le disent, honte à eux, parce que pour la plupart, ce sont des intellectuels, des gens qui se disent être des juristes, donc ils connaissent un peu la loi. La loi, à la limite, elle est évolutive, elle est dynamique. Mais ce n'est pas parce qu'un individu serait préoccupé par son avenir personnel qu'on va modifier la loi. La loi, elle est impersonnelle. La Constitution actuelle, elle est impersonnelle. Elle n'est pas focalisée essentiellement sur le président de la République actuelle. Donc il ne peut pas se préoccuper de ça comme si ce serait quelqu'un qui se dit, bon, mais si cette Constitution ne meurt pas, je ne quitte pas le pouvoir avec... Non. On ne fait pas comme ça. Mais simplement parce que je crois que le parti du président de la République, le Parti congolais du travail, pense également que cette constitution pose problème au niveau de l'équilibre des pouvoirs et que la nouvelle constitution pourra prendre même en compte certaines sensibilités sociales qui avaient été abandonnées, notamment l'autorité de la sagesse. Alors je me rends compte que les cadres et militants du Parti congolais du travail n'ont pas lu la Constitution ou ne la comprennent pas du tout, alors que c'est eux qui l'ont proposée au peuple. La Constitution prévoit en son article 86 tous les mécanismes possibles de sa propre révision. C'est-à-dire que si l'on veut changer de régime, si l'on veut entrer dans un régime semi-présidentiel, on veut rentrer dans un régime parlementaire, l'article 86 prévoit tous les mécanismes possibles pour réviser la Constitution et faire équilibrer les pouvoirs. Donc, on peut aisément exploiter l'article 86 pour que nous puissions désormais dire nous sommes un régime semi-présidentiel avec un Premier ministre chef du gouvernement qui répond devant l'Assemblée nationale, qui peut être sanctionné. Et moi, je suis d'accord avec cette démarche. Mais et encore, même quand je dis que je suis d'accord, mais quelle est l'opportunité de le faire aujourd'hui? Nous risquerons d'avoir trop de choses à faire la révision, faire le recensement, faire l'élection présidentielle. Et quand on sait qu'il y a un argument massue aujourd'hui, c'est la baisse du prix du baril de pétrole, alors on ne va pas gaspiller de l'argent pour faire des choses qui peuvent être faites demain ou après-demain. Donc nous avons aujourd'hui toutes les possibilités. L'argument qu'évoque le PCT-SSBIR est un faux argument. On peut aisément corriger tout cela en exploitant l'article 86. Mais cet article ne donne pas l'autorisation au président de la République d'aller à un référendum pour changer de constitution comme ils le disent. C'est totalement faux. Faire ça, c'est faire un coup d'État constitutionnel et exposer notre pays à une violence totalement inutile. Totalement inutile. C'est plutôt le Parti congolais du travail qui pense que ceux qui s'opposeront au changement, c'est eux qui... sinon, c'est la constitution actuelle qui porte déjà les germes, c'est ce que j'ai entendu même dire, elle porte des germes de violence. Mais nous avons vécu pendant 14 ans, bientôt 13 ans aujourd'hui, sans violence. On n'a pas connu de violence. Ceux qui disent... En réalité, c'est ça. Ceux qui disent qu'ils veulent changer la Constitution sont effectivement ceux-là qui veulent entraîner des troubles dans notre pays. Parce que nous sommes dans la paix, dans la tranquillité. Voilà des gens
qui se lèvent un matin parce qu'ils sont en fin de mandat, ils se disent non, 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 si on ne change pas la Constitution, il y aura la guerre. Qui fera la guerre? Ce sont eux alors. Mais s'ils sont prêts à faire la guerre, nous les Congolais, en tout cas nous, partis d'opposition, partis opposés au changement de cette Constitution, nous disons il n'y aura jamais de guerre dans ce pays qui soit liée à un quelconque changement de Constitution. Il n'y aura pas de guerre. Il faut juste respecter la Constitution. Il n'y aura pas de guerre. Nous avons vécu sous cette Constitution qui nous a été présentée comme la meilleure du monde. Pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui, un matin, les gens se lèvent pour dire non, 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 nous, le pouvoir va finir. En fait, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Nous allons vous faire la guerre si vous ne nous redonnez pas toujours le pouvoir. Mais à ce moment-là, vous remarquerez avec moi que la souveraineté de notre peuple est confisquée. Et c'est pour ça que nous appelons nos militants, nous appelons les Congolais dans leur majorité pour dire il faut barrer la route à ce coup d'État qui se profile à l'horizon. Ce n'est pas normal qu'on change la loi d'un pays simplement pour faire plaisir à un homme qui serait inquiet pour son avenir. On ne peut pas faire comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas seulement préoccupé par un nouveau mandat du président de la République? Est-ce que c'est réellement la Constitution qui vous préoccupe, vous également? Nous ne sommes pas préoccupés par la Constitution. Nous avons un schéma tout simple. Nous estimons que la Constitution actuelle doit simplement être respectée. Le président de la République le sait, il l'a dit plusieurs fois, et moi je crois, pour prendre des paramètres de serment, le président de la République est un général d'armée. Il a prêté serment sous les drapeaux pour s'engager à l'armée. Et il sait ce que c'est la valeur d'un serment. Le président de la République est donné pour être le grand maître de la Grande Loge nationale du Congo. Il connaît ce que c'est la valeur d'un serment. Et il sait quelles sont les conséquences qu'entraîne un parjure. Je pense qu'un grand soldat, je pense qu'un grand mystique, le président de la République ne va pas céder au chant de sirène de ses partisans. Il devrait respecter la loi, parce que c'est ça l'humanisme. Il n'y a aucune raison que le président de la République, qui est un homme d'honneur, ce n'est pas dit de moi, c'est dit de Soussan qui a écrit tout un ouvrage là-dessus. Non, je ne pense pas que le président puisse tomber dans ce piège de bas étage. Il s'agit simplement de respecter la Constitution. Et ceux du PCT qui pensent qu'ils sont à la fin de leurs privilèges, parce qu'ils n'auront peut-être plus un candidat de la taille du président Denis Sassou Nguesso, ben ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ça leur apprendra de ne pas former des jeunes, de ne pas préparer une succession à un grand homme. Donc, en tout cas pour nous, il n'y a pas de débat sur la Constitution. Il n'y en a pas. Notre seul débat aujourd'hui, c'est préparer les conditions d'une bonne élection. Parce que nous savons que depuis 2002, les élections dans notre pays sont essentiellement truquées, faites de fraude, faites de détournement des résultats. Nous voulons qu'en 2016, nous ayons une élection propre pour qu'enfin se tourne la page de 30 ans de monopartisme déguisé. Et vous ne serez pas non plus d'accord pour l'abrogation de la Constitution du 20 janvier 2002 si jamais le président Sassou se retirait? Il peut changer et puis se retirer. Ce n'est pas lié à la personne du président Sassou. Cette Constitution, nous le disons, si elle doit subir des amendements pour l'adapter à une certaine évolution, mais nous ne sommes pas opposés. Mais ce n'est pas lié à la personne du président Sassou. Le président Sassou peut partir, que nous dirons toujours, en tout cas moi je dirais, cette Constitution va rester là, quitte à ce qu'elle subisse un certain nombre de modifications. Par exemple, moi je vous dis, personnellement, je suis un peu attristé de constater que dans les grandes démocraties, les mandats présidentiels sont raccourcis. Chez nous, on a rallongé pour 7 ans. 7 ans, c'est trop. À mon avis, on peut corriger pour que le mandat présidentiel soit réduit à 5 ans. Je suis d'accord qu'on dise qu'il y ait un Premier ministre, c'est plus adapté à notre système politique. Un Premier ministre, chef du gouvernement, qui peut être sanctionné par l'Assemblée nationale. Il peut subir une motion de censure et il s'en va parce qu'il n'aura pas respecté les engagements qu'il a pris devant le peuple. Mais donc tout cela, ce sont des modifications, ce sont des arrangements qu'on peut apporter. Que aussi soit parfois traîné en justice. Exactement, exactement. Donc ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la personne du président de la République. Non, c'est lui le président qui est préoccupé par son avenir, ou plutôt ses partisans qui sont préoccupés par son avenir à sa place.
Mais le président a préparé son avenir politique après le pouvoir, à mon avis. Moi, je vois à la télévision, je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais je vois à la télévision ses activités agro-pastorales. Il a ses ranches, il a ses étangs. Donc le président peut passer sa retraite paisible. Il va passer sa retraite paisible. Ceux qui sont en train de pleurnicher aujourd'hui, de le pousser à changer de constitution, sont ceux qui, habitués aux privilèges, se disent « Nous n'avons pas un candidat de taille. Si le président Sassou s'en allait, comment allons-nous faire pour rester au pouvoir ?» Ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Et ils pourront le lâcher au cas où. Ils sont obligés de le lâcher parce que lui, en tout cas, à mon sens, à mon avis, connaissant tous les éloges qu'on fait au président de Sassou comme étant un homme d'honneur et sachant aussi que c'est un officier général a une parole. Et quand il a dit que 2 mandats ça suffit, moi je pense que le président Sassou respectera cet engagement parce que ça fait partie des choses qu'il faut respecter dans la vie, sinon on tombe dans le parjure, donc dans la bassesse. Alors on va parler de votre accès aux médias. Comment ça se passe? Mais c'est normal, moi je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des entraves qui s'exercent sur nos activités, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que justement à un moment on se demande si on est en dictature ou en démocratie. Parce que lorsqu'on est en démocratie, les partis, les associations, les individus ont le droit d'accéder aux médias comme ceux qui sont au pouvoir. Il n'y a aucune raison que l'on empêche à certains d'accéder aux médias. On parle même de l'équité. Nous avons, nous avons, et nous voulons d'ailleurs attirer l'attention du Conseil supérieur de la liberté de communication, nous avons fait des spots ici, mais il y a des médias, on me parle d'un MCR TV, qui aurait demandé, c'est pas qui aurait, puisque nous avons la preuve, qui a demandé qu'on retire notre spot publicitaire parce que lui, il estime que sa radio, le chef de cette radio estime que sa radio ou sa télévision, c'est essentiellement pour le pouvoir. Mais nous demandons au Conseil supérieur de la liberté de communication d'arrêter de fermer cette radio ou cette télévision, comme ils l'ont fait pour d'autres quand il n'y a pas d'équité. La règle première, lorsqu'on crée une radio ou on crée une télévision, un organe de presse, c'est l'indépendance. On ne peut pas, comme ça, se lever un matin pour dire « Nous, on ne fait que les choses du PCT, on ne peut pas faire les choses d'ailleurs. » Il faut fermer parce qu'ils sont capables d'être comme la radio Mille Collines. Donc, nous avons ces difficultés réelles sur le terrain. Et sans compter que le préfet, sans motivation, a délocalisé notre meeting pour dire, au lieu d'être au stade Veuclos, où nous estimions, nous, avoir réuni toutes les conditions de sécurité, le préfet nous a envoyé au rond-point de Lumumba. Parlant du transport, nous avons appris qu'ils ont organisé une activité, les gens nos amis du pouvoir qui sont en face, ils vont organiser une activité de transporteurs à Pointe-Noire pour empêcher justement à nos militants de prendre les bus. Mais ça nous a fait tellement rire quand nous l'avons appris, parce que nous savons que les Congolais sont déterminés pour que l'alternance ait lieu dans notre pays. Donc nous savons que les Congolais vont venir en masse et même à pied pour rejoindre le rond-point Lumumba et écouter les leaders de l'opposition qui vont leur expliquer, mais dans la sérénité, dans le respect de l'ordre, qui vont expliquer aux Congolais ce que c'est l'alternance et pourquoi nous disons non à un tripatouillage de la Constitution actuelle. Voilà. Merci, je crois que c'est le mot de la fin. Oui, c'est le mot de la fin. En tout cas, le mot de la fin, c'est un appel que nous lançons encore une fois aux jeunes Congolais, aux jeunes de Pointe-Noire. C'est un moment important. Sachez que de Pointe-Noire sont parties les grandes luttes pour la liberté ou la libération de notre pays. Je pense en tout cas à la proclamation de la République le 28 novembre, ça a été à Pointe-Noire. Je pense au grand combat de Youlou, de Pango, de Kikungangot, de Chikaya, Félix. En tout cas, Pointe-Noire a toujours été une ville, si vous voulez, qui donne le ton pour reconquérir la liberté. Merci Paul-Marie Pouellet d'avoir répondu à nos questions et merci à vous qui nous avez suivis. Bien des choses à vous. On se retrouve très prochainement. Et voilà, c'est tout ce qui manquait dans la ville de Pointe-Noire. Extra Pro.
Extra Pro, un cabinet de presse privé et de post-production vidéo. Pour tous vos reportages événementiels ou conventionnels, adressez-vous désormais aux professionnels de la caméra et de la vidéo à Extra Pro. Extra Pro, c'est aussi le montage de vos vidéos tournées ailleurs. La location des caméras Full HD professionnelles. Extra Pro vous propose également des formations ou des cours de mise à niveau sur l'informatique, le montage vidéo numérique et la caméra, la production des émissions télé ou radio et des grands reportages magazines. Avec Extra Pro, immortalisez aussi vos meilleurs moments de la vie, mariage, anniversaire, excursion, séminaire ou bien d'autres événements. N'hésitez plus, appelez dès maintenant Extra Pro ou rendez-vous sur place du côté opposé du PSP de Tiétié-Massola, en diagonale du transport électrique de la SNE. Extra Pro, réinventant l'image et la communication.